Jeudi 25 août. Je partageais ma chambre, servant aussi de salle à manger, avec ma femme de chambre. Mais hélas, ni l'une ni l'autre, nous ne pûmes goûter au repos complet. Nos lits fourmillaient de punaises, et nous en tuâmes jusqu'à 64. À 8 heures, je me levai plus fatigué que la veille. Après déjeuner, M. Graham et Mme Macaulay Graham, descendus au même hôtel que nous, sont venus nous rendre visite. Comme il pleuvait à torrents et que nous ne pouvions sortir, nous passâmes notre matinée ensemble, ce qui me fit d'autant plus plaisir que je ne m'étais jamais rencontré avec cette femme célèbre. Grande, mince, de parfaite distinction de personne et de manières, les années et sa santé l'ont fort éprouvée. Cependant, on retrouve encore des traces de sa beauté d'autrefois. L'âge a adouci l'ardeur de son tempérament et sa conversation, des plus intéressantes, dénote un esprit cultivé, de grand sens et de beaucoup supérieur à son sexe en général. Elle s'exprime facilement mais sans pédanterie et est vraiment fort agréable. Ils nous quittèrent à 1h30 et après le dîner, le temps s'étant levé, nous allâmes avec M. Graham faire une promenade sur le quai. Madame Macaulay, un peu fatiguée, ne voulut pas nous accompagner. À notre retour, nous lui offrîmes une bouteille de ratafia de notre confection. Enfin, à 7 heures, nous nous séparâmes, fâchés de nous être si peu vus, car il partait le lendemain. Vendredi 26 août. Ayant pris quelques précautions, les punaises, bien qu'elles se soient encore fait sentir, m'ont laissé à peu près 3 heures de repos, et à 8 heures, je me levai plus rafraîchi que la veille. Après déjeuner, nous allions chez un libraire fort poli et complaisant, à qui nous achetâmes un plan de la ville et qui indiqua à M. Cradock un café où il pourrait lire les journaux. En l'attendant, je visitais tout près de là le marché au beurre et aux œufs. Je causais même avec une marchande de beurre qui parut aussi amusée de ma toilette que moi de la sienne. M. Cradock revenu, nous achetâmes de beaux raisins et de délicieuses pêches. Et puis nous poursuivîmes notre chemin jusqu'au pont de la Madeleine, qui traverse un des grands bras de la Loire et d'où l'on jouit d'une vue superbe. L'église de la Madeleine, située à côté, est pauvre. Nous n'y vîmes que quelques statues de saints en bois, revêtues d'ornements mesquins. De retour à l'hôtel, nous trouvâmes nos domestiques fort occupés à démonter nos lits et à essayer de détruire les punaises. Ils en avaient déjà tué près de 400. Jamais, depuis le commencement de notre voyage, nous n'en avions vu en telle abondance. À 5 heures, nous nous arrêtions sur le quai d'Estrée à un café d'où on aperçoit la rivière et l'île Lemaire. J'y fus fort amusé par les tours d'un petit singe venant du Brésil et le seul que j'ai jamais trouvé joli. De là, nous allions à l'Ermitage, couvent de Capucins, bâti sur un rocher au bord de la Loire. C'est un vaste établissement entouré de jardins. Aucune femme n'y admise, même dans les jardins. Mais ce que nous en vîmes par la porte entrebâillée nous convainquit de la situation exceptionnelle de ce couvent. La rivière, très large, se divise en cet endroit en plusieurs bras, formant de petites îles couvertes d'arbres et d'habitations, au milieu desquelles émergent les mâts des vaisseaux. Le rivage opposé présente une étendue de pays parsemée de bois, de maisons, de moulins à vent, de champs de blé et de vastes prairies où paissent de nombreux troupeaux. À gauche, la ville de Nantes change d'aspect d'après la place d'où on la regarde. Nous restâmes longtemps à jouir de ce coup d'œil et à différentes fois nous nous assîmes afin de considérer plus à notre aise les paysages variés qui se déroulaient sous nos yeux. Enfin, nous descendîmes par des marches taillées dans le roc et nous rentrions chez nous à 8 heures. Samedi 27 août. Encore tourmenté par ces affreux insectes, je n'ai goûté que peu de repos. À 10 heures, été voir la poissonnerie, largement approvisionnée de poissons de mer et d'eau douce, surtout les mercredis et les vendredis. Un peu plus loin se tient le marché au beurre, les œufs, légumes et fruits, où nous achetâmes du raisin et des pêches. Nous entrâmes ensuite chez un cordonnier où je me commandai une paire de sabots. De là, nous allâmes visiter l'église des Carmes, surchargée de statues de saints en bois de grandeur naturelle, peintes en couleurs voyantes,
rehaussée de dorures. Dans le chœur, juste devant le grand autel, aussi clinquant que le reste, est placé un superbe tombeau élevé par Anne de Bretagne, reine de France, en honneur de son père François II, duc de Bretagne. L'ensemble de ce mausolée est magnifique. Chaque figure, et elles sont nombreuses, est un chef-d'œuvre. Supérieurement sculptées en marbre blanc, elles sont placées tout autour dans de petites niches en marbre foncé travaillées avec art. Aux quatre coins, les quatre grandes vertus cardinales: la justice, la prudence, la tempérance et la force. Les corps du duc et de son épouse, Marguerite de Foix, reposent sur une table de marbre noir. Les pieds du duc appuyés sur un lion, ceux de la duchesse sur une levrette. L'un et l'autre sont admirables d'expression. À la grande honte des Carmes, ce superbe monument est si négligé et si plein de poussière qu'à peine peut-on distinguer le fini du travail. Il est couvert de noms, de dates, d'inscriptions, comme une fenêtre d'auberge, non seulement sur les parties plates, mais même sur les figures. Aussi ne peut-on s'empêcher d'être indigné d'un tel sans souci pour une si belle œuvre. Plusieurs vitraux peints ornent cette église. L'un d'eux représente un navire avec notre Seigneur sur la croix, formé par une vergue à travers un mât, ce qui produit un effet assez étrange, mais sans doute voulu par le peintre. Des Carmes, nous passions à Notre-Dame, vaste et ancienne église. À main droite, près de la porte, la Sainte Trinité en figure de bois peinte. Dieu le Père tient sur ses genoux Dieu le Fils, et au-dessus des deux, une colombe étend ses ailes. Au milieu de l'église est une chapelle dédiée à la Sainte Vierge, dont l'image tenant l'enfant Jésus est en bois peint et doré. Elle est placée sur un fond noir étoilé d'argent. Sa main droite tient une rose, et à ses pieds on lit « Rosa Mystica ». À cette chapelle sont suspendus beaucoup d'ex-voto. Du côté gauche se trouve une très ancienne chapelle ornée d'un superbe tableau et de statues de saints dans l'attitude de la prière. Au-dessus de l'autel, un ange, sortant des nuages, tient un cœur percé d'un glaive et entouré d'un nimbe. L'expression de toutes ces figures est très bonne. 4 belles statues sont placées au coin de cette chapelle, dont le pavage en marbre de différentes couleurs est fort usé. Était de là à l'hôtel de ville, vieux bâtiment avec une superbe porte d'entrée en pierre sculptée, donnant accès dans la cour. Du dehors, on arrive par un large escalier en pierre à la grande salle, actuellement la chambre du conseil, ornée de quelques portraits de rois de France et de dignitaires du temps où fut bâti l'hôtel de ville. Nous revînmes en passant par un grand marché de volailles, de gibier, de viande et même d'animaux vivants. D'un côté de la place, dans de petites boucheries, on découpe la viande pour être vendue. Mais on en fait des morceaux si minces, si peu appétissants, et on l'expose sur des étaux si sales, qu'elle semble plutôt destinée aux chiens et aux chats qu'aux humains. Nous étions de retour pour dîner à 1h. Dans la soirée, promenade jusqu'à 10h, puis rentrer nous coucher. Dimanche 28 août. Mes compagnons habituels ont encore troublé mon repos. À 11h, était à Saint-Nicolas, très grande et vieille église avec beaucoup de dorures et quantité de statues de saints habillés. Le chœur a quelques vitraux peints remarquables que nous ne pûmes malheureusement examiner à loisir, car on célébrait la grand-messe, et la foule était si compacte qu'incommodés par la chaleur, nous sortîmes bientôt pour aller sur le quai où nous regardâmes pêcher. De retour chez nous, nous vîmes défiler sous nos fenêtres un homme vêtu d'une jaquette garnie de galons dorés et argentés et de rubans de toutes couleurs. Il battait du tambour et précédait un homme et une femme à cheval, habillés d'étoffes voyantes. Faisant halte, le tambour cessa de battre et un des hommes se mit à sonner 3 fois de la trompette. Après quoi, l'autre annonça à haute voix que ce jour-là, à 8h du soir, il y aurait grand feu d'artifice. L'annonce terminée, ils continuèrent leur tournée, suivis d'une vingtaine d'hommes portant au bout de longues perches les pièces d'artifice, telles que soleil, bouquets, pièces de différentes formes, ballons.
Et à ma grande surprise, au milieu de tout cela, un crucifix drapé de blanc. Une foule accompagnait ce singulier cortège. Après dîner, nous retournâmes sur le quai dans l'intention de louer un bateau pour nous promener sur la rivière. Je m'assis sous un arbre avec ma femme de chambre, tandis que M. Cradock, avec son domestique, se mettait à la recherche du bateau. Mais trouvant la distance trop longue pour s'en occuper cet après-midi, il revint bientôt et nous nous décidâmes à rentrer à la maison. Sur notre chemin, nous vîmes un homme parlant à une foule formant cercle autour de lui. Il tenait dans sa main des papiers et des images de saints. Je continuai ma promenade, mais M. Cradock s'arrêta et, quelques minutes après, me rejoignait en m'apportant un papier et une relique qu'il avait payé 2 sous. Avec force geste, l'homme dans son discours vantait les reliques choisies qu'il vendait, s'étendait longuement sur leurs vertus, et les gens qui l'entouraient, écoutant bouche bée les merveilles qu'il débitait, achetaient avec empressement les fameuses reliques guérissant tous les maux. À cette heure, nous allions au feu d'artifice. En passant, nous remarquâmes les travaux du nouveau théâtre, dont les premières pierres sont déjà posées sur les fondations. Une fois achevé, ce sera une construction importante. Le feu d'artifice fut assez réussi, sans avoir rien de merveilleux. Une affiche placardée à chaque coin de rue nous frappa. Elle annonçait le feu d'artifice et se terminait par cet avis: qu'à ce spectacle, les prêtres pourraient assister sans crainte d'y voir rien d'inconvenant. Lundi 29 août. Encore une nuit détestable. Levé à 5 heures. Peu après 9 heures, nous partions du quai de la Brette pour suivre l'Erdre. Nos domestiques étaient avec nous. Nous avions engagé pour toute la journée un bon bateau couvert et à voile, avec 2 matelots à qui nous devions fournir le dîner et donner 2 shillings, ce qu'ils trouvèrent généreusement payé. Le temps était délicieux. À 11 heures, nous mettions à la voile. Le cours de cette rivière est charmant. Large, claire et tranquille, elle est bordée de bois et de rochers. Pas la moindre côte aride, mais partout des châteaux, des églises, des moulins à vent paraissent placés là pour embellir le paysage. À 2 heures, nous débarquions à l'ombre d'un grand marronnier, nous attachions notre bateau et suivions une route à travers bois jusqu'à la Chapelle, petit village sur l'Erdre. Nous entrâmes dans une auberge assez propre, y commander une omelette et un canard rôti pour notre dîner, que nous devions compléter avec du jambon et du fruit apporté par nous. Notre repas fut d'autant plus amusant qu'on dressa la table dans le jardin. Les gens de la maison, très polis et très raisonnables, se montrèrent si prévenants que l'homme alla cueillir du fruit, nous priant de l'accepter, parce que, disait-il, il était plus mûr que le nôtre. La femme semblait ravie de servir des étrangers. Elle examina notre mise avec attention et demanda à ma femme de chambre pourquoi elle ne se coiffait pas comme moi, dont elle préférait la coiffure. N'ayant jamais porté que des gros sabots, elle s'étonna de la petitesse de mes souliers. Je lui demandai quelques renseignements sur ce qui poussait dans le champ à côté et que je voyais pour la première fois. Immédiatement, elle me pria de la suivre dans une petite cabane, ouvrit un coffre à pétrir le pain, mit de ce grain entre 2 meules et le moulut afin de me montrer de quelle façon on le réduisait en farine pour en faire du pain. Elle me dit que c'était du blé noir, m'en donna et m'assura que si je le plantais en Angleterre dans un terrain favorable, j'en récolterais. Je la remerciai en acceptant son cadeau avec plaisir en souvenir d'elle. Elle en fut si enchantée qu'elle me fit une profonde révérence, ajoutant « Madame, vous me faites trop d'honneur ». À 4 heures, tout en marchant lentement, je me dirigeais avec ma femme de chambre du côté de notre bateau, mais nous avions à peine fait quelques pas lorsque la brave femme nous rejoignit avec son petit garçon, charmant enfant de 7 ans, et nous demanda la permission de nous conduire. En passant par un bois, auprès d'une belle ferme, cette femme nous raconta que la fille du fermier devait se marier le lendemain. À cette occasion, nous dit-elle, tout le voisinage étant invité, on rôtira un bœuf, un veau et un mouton entiers. On dansera sous les arbres jusqu'à minuit et la fête coûtera 20 livres. Je lui répondis que sans doute ces fermiers devaient être riches. « Oh non, répliqua-t-elle, mais les noces se passent toujours ainsi. »
Je crus comprendre que chaque invité contribuait à la fête. Je fus assez surprise du plaisir que témoignait cette brave femme à l'idée de danser, car elle me parut bien avoir 40 ans passés, et trop d'embonpoint pour se livrer sans fatigue à cet exercice. Mais le caractère français est autrement gai que le caractère anglais, et j'en avais ici la preuve. Arrivée au bateau, elle me lit encore 1000 compliments en me gratifiant du meilleur de ses souhaits. À 5 heures, nous remettions à la voile, mais le vent étant contraire, nos 2 hommes furent forcés de ramer. À mi-chemin, M. Cradock proposa de s'arrêter, afin de leur permettre de se rafraîchir, leur travail étant fort rude. Je me reposai sur un rocher tout en mangeant du raisin, pendant que M. Cradock et les hommes entrèrent dans une maison où on lui servit de l'eau et à eux du vin, ce qui les mit de si belle humeur qu'après avoir repris leur rame, ils apostrophaient en termes assez crus les bateliers qui nous croisaient. Ceux-ci leur répondaient de la même façon, et les uns et les autres semblaient ravis de cette façon de converser. À 7 heures, nous abordions au quai. Nous payâmes nos rameurs, ils nous quittèrent avec des remerciements sans fin. Nous étions, disaient-ils, des Anglais honorables, et ils espéraient qu'un jour ou l'autre nous reviendrions. À 8 heures, nous étions à l'hôtel, un peu fatigués, quoique enchantés de notre excursion. En traversant le quai, nous avons passé auprès des grands abattoirs de près d'1 mille de long. C'était jour de marché, et rarement je vis une si grande quantité de belle viande. Mardi 30 août. Mes terribles ennemis m'ont encore livré une bataille acharnée, et je n'ai pu m'endormir que vers le matin. Levé à midi, j'ai fait entièrement démonter mon lit qu'on a enduit d'une drogue. Ma femme de chambre a tué 140 de ces dégoûtants insectes, ce qui monte à 480 le nombre des punaises détruites depuis mon installation dans cette chambre. Mercredi 31 août. Malgré tous les moyens employés, je n'ai pu dormir plus tranquillement qu'à l'ordinaire. Vers 11 heures, nous allions à la Motte Saint-Pierre, longue et large promenade ombragée de beaux arbres et bordée de chaque côté d'une rangée de maisons neuves bien construites. Entrée ensuite à l'oratoire, vaste et ancienne église ornée de quelques tableaux remarquables. Revenus à 1 heure, nous dînions et nous gagnions le quai pour y prendre un bateau, afin de nous promener sur la Loire, fort belle en cette partie de son cours. Nous abordâmes à l'île Le Maire, la parcourûmes et entrâmes dans un cabaret, demander une bouteille de vin. Mais impossible de le boire, ce dont ne furent pas fâchés nos bateliers. L'hôtesse nous informa que le dimanche, son cabaret était très fréquenté, qu'on y dansait, qu'on y faisait de la musique, et je crois aussi, à en juger par l'intérieur, qu'on y buvait. Des chandelles que nous vîmes fichées au mur devaient sans doute être l'unique luminaire de cette salle de bal. Cette femme, ses 3 enfants, 2 chiens et un chat, furent les seuls êtres vivants que nous rencontrâmes dans cette île, et tous, excepté le chat, d'une malpropreté repoussante. La femme elle-même se montrait d'un sans-gêne désagréable. Elle nous dit que Nantes était une ville morte, excepté en temps de guerre. Nous prenant pour des Américains, elle ajouta que la dernière guerre avec l'Angleterre avait été une guerre d'or pour la France, et qu'elle en souhaitait une autre, semblable. Nous payâmes 7 sous notre bouteille de vin, et reprîmes notre bateau pour arriver à Nantes vers 7 heures. Enfin, j'ai passé une bonne nuit. À 10 heures, nous montions dans un bateau qui devait nous conduire à 2 lieues de là, en suivant la Loire jusqu'à une grande fonderie de canons. Nous n'avions pas parcouru 1 lieue que le vent s'éleva au point de rendre notre navigation désagréable. Nous nous fîmes alors débarquer pour aller visiter le magnifique parc de Launay, tout près de la ville, et appartenant à M. Chapeville, qui en permet le libre accès tous les jours, excepté le dimanche et les jours de fête, car les gens du peuple y ont commis tant de dégâts que maintenant il a donné ordre de fermer les grilles à clé ces jours-là. Nous n'étions pas de retour quand la pluie commença à tomber. Nous cherchâmes un abri dans un petit bureau des magasins à café, grand bâtiment nouveau entourant une cour carrée. Le magasin au sel se trouve tout près, l'un et l'autre bien construits selon leurs différentes destinations. À 1 heure, nous rentrions, heureux d'échapper au vent et à la pluie. Samedi 3 septembre.
À 11 heures, nous partions en bateau pour suivre la Loire jusqu'à l'île d'Indray, où se trouve la fonderie royale de Canon. Le vent était calme, le temps superbe, les rives du fleuve admirables. À gauche, les navires, les maisons entremêlées d'arbres, de jardins, de magasins de commerce. À droite, des rochers plantés d'arbrisseaux jusqu'au bord. Arrivé à l'île vers 2 heures, M. Cradock envoya une demande à un des premiers employés de la fonderie, qui nous reçut fort poliment et nous fit visiter ses travaux si étonnants. Une fois le canon fondu, il est porté à un moulin à eau qui le perce et le polit. Les machines servant à construire les canons sont si perfectionnées qu'on y arrive relativement assez facilement. Mais quand on pense que la science des ingénieurs tend surtout à tuer son semblable, il est impossible de regarder ces engins de destruction sans un serrement de cœur. Notre conducteur nous invita à entrer avec lui au château prendre quelques rafraîchissements, mais nous refusâmes et en le quittant, ayant avisé une maison de propre apparence, appartenant à un des ouvriers de la fonderie, nous y commandâmes une omelette. Cette omelette, d'excellent beurre et du fromage, nous composèrent un dîner exquis. Malgré tous nos compliments, notre hôtesse se confondit en excuses de ne pouvoir nous donner meilleure chère. Nous lui fîmes un petit présent et partîmes pour rejoindre notre bateau. Mais à notre grande surprise, nos bateliers nous avaient abandonnés, emmenant leur bateau. Tandis que nous nous concertions sur les moyens de nous tirer de cette mésaventure, une barque de pêcheurs aborda à l'île. L'homme nous proposa de nous conduire jusqu'à une grande chaloupe qui remontait à Nantes et dans laquelle sans doute le capitaine nous accepterait. En effet, nous montâmes dans la chaloupe et notre retour fut encore plus agréable que l'aller. À bord se trouvaient 6 sœurs converses d'un couvent de Nantes. Fort convenables, à l'air doux et tranquille, elles portaient avec elles un énorme sac dont elles semblaient prendre le plus grand soin. L'une d'elles l'ouvrit et j'aperçus le contenu du sac. Quelques coquillages. La sœur vit que je les regardais, je lui en fis compliment et lui dis que je les trouvais très jolies. Elle parut contente et ajouta qu'elle les rapportait pour les offrir à l'autel de la Sainte Vierge dans leur église. Je ne communiquai pas à la bonne sœur mes idées à ce sujet. Arrivé à Nantes, le capitaine nous transporta jusqu'au quai dans une petite embarcation. Nous lui payâmes 2 shillings pour notre passage, ce dont il sembla fort reconnaissant. En débarquant, nous avions vu une foule de gens attendant le lancement d'un bâtiment. Je louai 2 chaises et avec ma femme de chambre, j'attendis comme les autres, tandis que M. Cradock lisait les journaux à un café voisin. Mais notre attente fut vaine. Le navire prêt, la mer s'était complètement retirée, et force fut de remettre le lancement au lendemain. Dimanche 4 septembre. Après déjeuner, je vis passer sous mes fenêtres, comme l'autre jour, un homme battant du tambour et un autre à cheval, une trompette à la main. Ils étaient suivis d'un 3e menant un taureau enguirlandé de fleurs et de rubans, comme prêt à un sacrifice, et contre lequel on devait lâcher des chiens dans l'après-midi. M. Cradock me dit l'avoir rencontré en passant devant une église dont on sortait. Tout le monde était accouru et bientôt tambour, trompette et taureau, suivis de la foule, formaient une longue procession. À 4 heures, nous allions à une conférence sur la façon de gonfler les ballons. Elle m'intéressa beaucoup, surtout en ce qui concernait les différentes qualités d'air. On nous fit voir un petit ballon gonflé au moyen de la fumée. Il monta jusqu'à un plafond élevé et redescendit à mesure qu'il perdait sa fumée. Cette expérience nous expliqua clairement la manière dont on gonfle ces nouveaux ballons appelés montgolfières. Il était près de 7 heures quand la réunion prit fin. Nous allâmes de là visiter le château, très ancienne construction, dont il ne reste plus que quelques parties intactes, mais qui attestent sa splendeur primitive. C'est dans ce château qu'Anne d'Autriche fit emprisonner le cardinal de Rais. La fenêtre donnant sur la Loire et par laquelle il s'échappa à l'aide d'une corde jusqu'à un bateau prêt à le recevoir existe encore. Après avoir quitté ces vieux souvenirs pleins des magnificences d'autrefois, nous fîmes un tour dans les allées de la Motte Saint-Pierre et n'arrivâmes chez nous qu'à 10 heures pour souper. Lundi 5 septembre. Pluie battante toute la matinée. À 4 heures, nous retournions à une nouvelle conférence sur le gonflement des ballons.
Mais 1 heure après notre arrivée, le professeur vint nous avertir que la salle ne se remplissant pas, il se voyait obligé de renoncer à ses démonstrations. Nous causâmes avec lui. C'est un homme instruit, de bonne éducation. Faute de mieux, je voulus flâner par la ville, mais la pluie reprit de plus belle, et je rentrai. M. Cradock alla à la chambre de commerce lire les journaux qu'on y envoie de Paris. Mardi 6 septembre. Je me suis fait coiffer ce matin. Après déjeuner, été nous promener sur tous les ponts à l'entrée de la ville. Visiter en passant Notre-Dame de Bon Secours, nouvelle petite église. Le chœur contient 3 bons tableaux. Sur l'autel, la statue de la Vierge et de l'Enfant Jésus, en bois doré, couronnée de pierreries clinquantes et ornée de perles, de fleurs, de rubans. Sur le fond et au mur pendent des cœurs d'argent et des ex-voto, dont quelques-uns blessent vraiment les regards. Le vent rendit notre promenade fatigante. Mercredi 7 septembre. Ce matin, emballer et empaqueter nos affaires, car nous devons quitter Nantes demain.